Friends, welcome. Thank you very much. Mes chers amis, merci de vous joindre à nous à cette heure inhabituelle pour le CRDI, mais nous voulions accommoder notre invité, nos invités plutôt, et nous sommes ravis de les avoir parmi nous aujourd'hui. C'est une journée assez particulière puisque nous allons parler d'une communauté au sein du Canada. Généralement, au CRDI, nous parlons des communautés à l'étranger. Donc, nous sommes ravis de pouvoir enfin regarder vers l'intérieur pour étudier une communauté aussi intéressante à l'occasion de la publication d'un livre qui souligne le 50e anniversaire des relations entre le Canada et la Jamaïque suite à l'obtention de son indépendance. C'est un projet qui a été entrepris par une personne très dynamique d'Ottawa que plusieurs connaissent, le haut-commissaire de la Jamaïque, Sheila Seeley Monteith. Elle a beaucoup travaillé pour réaliser ce projet et un peu plus tard, nous allons travailler avec les deux responsables de ce livre que je vais vous présenter sous peu. Mais d'abord, j'aimerais donner la parole à la haute-commissaire Monteith qui va nous parler un petit peu de la genèse de ce projet auquel elle a beaucoup contribué. Sheila, à vous la parole. Dr. Malone, Excellence, membre du corps diplomatique, amis, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous voir ici. Le CRDI se distingue, entre autres, pour la qualité de la recherche qu'il effectue et tout ce qui en découle. Son président, le Dr. Malone, est lui-même réputé pour ses réalisations professionnelles dans plusieurs sphères, y compris la diplomatie. Et pourtant, je ne sais toujours pas si le CRDI a vraiment saisi l'importance de son association avec le processus et les retombées de cette publication. La célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de la Jamaïque et des relations entre le Canada et la Jamaïque se sont déroulées au Canada d'une façon sans précédent. En fait, tout cela a été couronné par la publication non pas d'un livre, mais bien de deux. Les deux sont à l'extérieur, qui veulent mettre au grand jour la contribution de la population d'un peu plus d'un quart de million de personnes. Ce deuxième livre, Jamaica and a Canadian Experience, A Multiculturalizing Present, est pour moi le sommet des activités de l'année. Quand j'ai soulevé cette idée au professeur James et au CRDI, je me disais que j'allais m'en servir comme outil, comme mécanisme pour justifier, expliquer aux décideurs politiques et aux contribuables comment leur argent était dépensé pour promouvoir les relations bilatérales et assurer de l'aide au développement international. Je me suis dit qu'étant donné la relation du Canada avec la Jamaïque, l'expérience serait un peu tentative par rapport à ce qui a été fait avec d'autres pays. Donc, c'est mon humble opinion que ce que nous avons maintenant nous offre une façon d'apprécier beaucoup mieux la relation de la Jamaïque avec le Canada en explorant la contribution d'un des groupes de personnes qui, ensemble, forment l'expérience multiculturelle complète au Canada. Je suis extrêmement fière du résultat. J'ai appris beaucoup plus sur ce que notre peuple a pu accomplir et les obstacles qu'il a dû surmonter pour y arriver. D'ici la fin de la soirée, vous aussi en saurez beaucoup plus. Alors, qu'il suffise de dire qu'on ne peut pas s'empêcher d'être frappé par la liste non pas complète de 60 Jamaïcains qui ont représenté le Canada dans différents sports au niveau international et ce que l'association a fait pour les propulser dans leur profession de leur choix. Ce sera difficile de ne pas être absolument époustouflé par les révélations de la langue jamaïcaine, le patois, même lorsqu'il est parlé par des Jamaïcains chinois.
par les communautés de jeunes aussi à Toronto. On ne peut être qu'impressionné par des exemples répétitifs d'excellence et de disposition naturelle de la personnalité jamaïcaine, que ce soit des domestiques ou des enseignants. La résilience est un mot qui vient facilement à l'esprit quand on pense à la façon dont ce groupe a répondu aux nombreux défis auxquels ils ont été confrontés, que ce soit le racisme ou le climat très froid. Vous jetterez un second regard sur ceux qui ont peut-être été oubliés avant, simplement parce qu'ils font partie du tissu de ce pays-ci, et nous avons tendance à regarder l'ensemble plutôt que les différents éléments qui forment le tout. Et ceci s'applique à d'autres également, à la Jamaïque comme à bien d'autres communautés qui forment partie intégrante de cette société. Je suis reconnaissante au CRDI d'avoir décidé d'appuyer notre célébration du 50e anniversaire. C'est une façon tellement positive et significative qui laissera sa marque pour la postérité. Merci David et à votre équipe d'avoir organisé cet important lancement. Je suis très heureux que les deux professeurs, Davis et James, ont pu se joindre à nous, qui sont tous les deux de l'Université York. Et que dans l'auditoire, je m'attends à ce qu'il soit ici très bientôt, l'une des personnes qui a contribué d'Ottawa, Hugh Waters. J'ai bien hâte de voir comment la soirée va se dérouler, comme vous, j'en suis certaine. Merci beaucoup. Et maintenant, les co-rédacteurs, et j'ai fait ce travail-là moi-même, le travail d'édition, et je sais que ces missions est possible. Alors, vous avez entendu qu'il y avait beaucoup d'auteurs. En fait, il y a la diversité de voix. Souvent, les livres universitaires sont assez arides et les points sont valables et normalement le lecteur s'endort rendu à la page 2. Ce volume n'est pas comme ça du tout. Les contributions sont plus courtes et d'une vaste gamme de points de vue, également une variété de catégories d'âge. Il y a des choses que j'admire beaucoup au sujet de ce livre, c'est que vous avez des jeunes personnes qui ont contribué et qui offrent une perspective différente de l'expérience de la Jamaïque. Au Canada, nous n'avons pas présenté le co-éditeur et tous deux sont membres de la faculté de l'Université York. Professeur James est sociologue. Il enseigne au deuxième cycle, à l'école de deuxième cycle, et il a beaucoup rédigé pendant sa carrière. Andrea est professeure agrégée. Elle a plusieurs affiliations au-delà de l'université également. Elle est membre de la faculté au Centre pour la culture noire. Est-ce que c'est un programme conjoint? C'est une idée à l'Université York que nous tentons d'élaborer, mais je travaille plus étroitement avec le Centre pour la recherche sur l'Amérique latine et les Caraïbes, les Antilles. Eh bien, là, voilà votre curriculum vitae très brièvement. Et maintenant, nous allons causer. Je vais demander à chacun d'entre vous de nous dire bien brièvement ce qu'ils ont remarqué au sujet du projet, parce qu'ils ont lu, non pas de la même façon que nous, mais avec beaucoup plus de soin. Alors, Carl, parlez-nous un peu. Dites-nous ce qui vous a le plus frappé au sujet de la contribution du livre. Une des choses intéressantes, c'est que nous avons une idée au sujet du livre. On avait des sujets, des thèmes que l'on avait partagés avec les personnes qui ont contribué. On leur avait dit, voilà, des sujets qui pourraient vous intéresser, qui nous intéressent. Ils ont donc pu décider de leur propre thème, propre sujet, de sorte que
Nous n'en aurions pas parlé auparavant. C'était intéressant les entendre réfléchir sur la façon dont le patois ou la langue est comprise et pratiquée et vécue en Jamaïque et au Canada et en Angleterre et aux États-Unis également. Il est aussi important d'entendre parler des personnes médicales qui sont venues de la Jamaïque en premier lieu en Colombie-Britannique, à Vancouver et par la suite au Nouveau-Brunswick pour se rendre à Toronto et maintenant à l'Université Queen's. Il est aussi intéressant pour nous d'entendre comment les enfants de deuxième génération nés de parents de la Jamaïque reflètent sur la Jamaïque. Ils sont peut-être allés quelquefois ou souvent, mais ce sont des Canadiens d'origine jamaïcaine qui habitent au Canada. Et ça m'a frappé, ça m'a donné un peu la diversité, les différences et a très bien saisi la complexité de la collectivité. Merveilleux. Andrea, qu'est-ce qui vous a frappé? Ce qui m'a frappé le plus, c'était que les gens avaient hâte de raconter leur histoire et de contribuer. Vous avez dit qu'il est difficile de tout réunir une anthologie. Alors, en fait, c'est probablement le livre le plus facile. C'est ce qu'on m'a dit parce qu'on demande aux gens. Et puis, toutes les personnes à qui nous ont demandé voulaient contribuer, voulaient être partie prenante au processus. Je pense que les Jamaïcains au Canada ou les Canadiens qui sont influencés par la Jamaïque voulaient réellement profiter de l'occasion pour refléter de façon critique sur ce que le partage de ces deux espaces. Ils voulaient partager ces anecdotes, ces histoires avec des gens qui s'intéressaient et voulaient écouter. D'une façon, c'est un honneur de faire partie de ce processus, d'avoir facilité ce processus. Je reprends un des points que les gens qui ont contribué voulaient bien contribuer. Voilà, une école, comme vous l'avez dit plus tôt, quelquefois, les professeurs sont fort occupés, ils n'ont pas le temps d'écrire. Et puis, elle m'a dit, oui, je veux le faire, mais j'ai pas le temps. Alors, un mois plus tard, elle n'avait pas le temps non plus. Et bon, ensuite, sa mère était mourante et donc elle n'avait pas le temps. J'ai attendu 2 mois et 2 mois plus tard, je lui ai demandé est-ce que vous êtes prête? Et puis elle m'a dit ça m'intéresse beaucoup. Mais non, je ne crois pas pouvoir le faire. Et puis ensuite, j'ai causé avec elle. Je lui ai dit quelles sont les choses dont vous vous souvenez de votre mère ou de l'héritage que votre mère vous a laissé. Et puis, on a eu une très longue conversation. Elle a dit, d'accord, pourquoi pas faire ça pour votre mère? Et nous avons donc un chapitre de sa part. Merveilleux. Un peu plus tôt aujourd'hui, et nous allons vous pressentir les gens dans la salle pour que vous puissiez discuter avec les éditeurs de ce projet. C'est que dans le livre, on parle beaucoup de l'histoire. Même les plus jeunes sont bien conscients de l'histoire, les jeunes écrivains. Et Carl, vous avez décrit des tendances quant à la migration de la Jamaïque un peu plus tôt aujourd'hui et vous avez fait valoir que les Jamaïcains qui sont venus au Canada il y a longtemps sont venus comme serviteurs, pour ainsi dire. Et pouvez-vous nous parler un peu des tendances relatives à la migration? Et les tout premiers Jamaïcains qui sont venus au Canada, c'est un rôle qui n'intéresserait pas nécessairement tout le monde. L'immigration des Caraïbes, évidemment, il y a énormément d'îles. Les plus petites îles, il y en a qui sont plus grosses. Il y a l'Antigua, il y a la République dominicaine et j'en passe. Mais dans les années 50, il y en a plusieurs d'entre eux qui sont allés au Royaume-Uni ou en Angleterre. Et par la suite, dans les 60, ils sont allés aux États-Unis et par la suite au Canada. Bien sûr, le Jamaïcain
viennent ici depuis 1786-1789. Mais ils sont venus nombreux dans les années 50 et 60 et 70, mais dans les années 50, ils sont venus comme serviteurs. Ensuite, il y a eu le premier ministre Sutherland qui est allé dans les universités à titre d'étudiant dans les années 1800. Je pense que c'était dans les années 1800. Alors, il y a ces Jamaïcains qui sont venus comme étudiants il y a bien longtemps, mais plusieurs sont venus comme domestiques, comme servants. Il y en a d'autres aussi qui sont venus et qui ont travaillé sur les chemins de fer. Lorsqu'on entend parler d'eux, ils sont venus, ils étaient bien déterminés. Ils cherchaient des débouchés dans la vie, des possibilités de carrière qu'ils n'auraient pas eues en Jamaïque. Mais en même temps, ils savaient bien que leur foyer, c'était la Jamaïque et leur racine était bien importante et ils les ont orientés. Jusqu'à ce jour, on voit les séquelles de ces tendances relativement à la migration. Et peut-être dans la discussion avec les participants, nous pourrons revenir à la réalité. Pour les Jamaïcains, dans les années 40 ou 50, ils étaient plus enclins à aller en Angleterre et plus tard aux États-Unis, et que le Canada, c'est un peu plus tard pour ce qui est de Jamaïcains qui sont venus s'établir au Canada en grand nombre, et dans la mesure dans laquelle l'expérience au Canada réplique ou pas l'expérience aux États-Unis et en Angleterre. Mais je vais demander à Andrea, et peut-être que le haut-commissaire a mentionné en passant de façon bien diplomate, et vous serez peut-être moins diplomate, c'est que les nouveaux migrants au Canada, surtout de couleur, ont vécu des circonstances fort difficiles. Très souvent, ce qui est mentionné dans le livre, non pas qu'on souhaite s'en venger, mais c'est quelque chose dont il faut tenir compte, il faut y réfléchir. C'est une réalité pour la communauté jamaïcaine, surtout lorsqu'ils ont commencé à venir en grand nombre. Qu'est-ce que pouvez-vous nous en parler, Andrea? Eh bien, probablement, migration égale traumatisme. C'est difficile, peu importe qui vous êtes, où vous allez, puisque vous n'êtes plus dans votre zone de confort et ça vous force à apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, d'apprendre comment faire dans un nouveau milieu. C'est toujours difficile. Un de mes collègues, Cecil Foster, qui enseigne à l'Université de Guelph, fait valoir que les immigrants des Caraïbes, comme ils l'ont dit, on s'est vendu dans le colonialisme. Ensuite, il dit que le Canada en particulier souligne que les immigrants des Caraïbes qui s'établissent au Canada sont à plusieurs égards très différents des immigrants qui sont allés en Grande-Bretagne dans les années 40 ou 50, où c'était le seul endroit où aller. On n'avait pas le choix, ou des immigrants qui se sont établis aux États-Unis peu après. Les immigrants des Caraïbes, de la Jamaïque qui ont choisi le Canada pensent de façon stratégique. Ils ont regardé le paysage et ont décidé dans les 60, 70, alors on ne veut plus aller en Angleterre, on pourrait aller aux États-Unis, mais c'est un endroit différent, ça peut faire un peu peur, ça dépend des politiciens élus à un moment donné, mais le Canada, voilà, il y a beaucoup de possibilités.
on peut peut-être contribuer et participer d'une façon particulière. Et pour plusieurs d'entre nous, il y a un manque de concordance entre ce que nous espérons et ce que nous souhaitons, et puis ensuite atteindre nos objectifs. Ce n'est pas qu'on n'arrive pas à cette place, mais ça exige énormément de travail et aussi ça crée un certain malaise que nous devons surmonter. Le fait que je suis venue au Canada à titre d'étudiante, j'avais une bourse du Commonwealth du Canada et j'ai gardé ma citoyenneté jamaïcaine pendant bien longtemps. Et après 9-1, c'était difficile de voyager. Je suis devenue canadienne. Mais lorsque je suis devenue citoyenne de ce pays, ça m'a réellement forcée à faire face à la place que j'occupais ici au Canada, qui me disait même si je suis citoyenne d'une façon différente, je suis citoyenne et ça représente quelque chose d'important. Oui. Ce qui est bien avec l'immigration des Jamaïcains, c'est le fait qu'au départ, ce sont des domestiques qui sont venus et ils sont venus avec leurs enfants, leurs conjointes ou d'autres membres de la famille. Et le fait que il y avait des hommes qui venaient ici pour travailler à diverses occupations. Eux aussi, après un certain sens, aimaient le Canada et rapportaient ce sentiment en Jamaïque ou dans les autres îles. Et ainsi, les autres ont appris à comprendre les possibilités que le Canada avait à offrir et venaient au Canada. Alors, les programmes qui ont été offerts ici ont permis non seulement l'exposition à ce que le Canada avait à offrir comme débouchés, mais aussi ce qu'était le Canada et ce qu'il avait à offrir comme possibilité d'emploi. Je pense à l'essai de Mitchell Johnson qui parle des domestiques et de programmes où des serviteurs, les domestiques, étaient interviewés par un ministre en Jamaïque, mais les femmes demandaient aux intéressés de venir leur parler et ils venaient au Canada pour représenter la Jamaïque. Alors, les Jamaïcains s'inquiétaient un petit peu de ceux qui venaient au Canada, allaient bien les représenter. Alors, quand ils venaient ici, ils venaient en se disant qu'ils représentaient vraiment leur pays, qu'ils représentent vraiment la région des Caraïbes, qu'ils représentent la Jamaïque. Par conséquent, ils voulaient tous bien faire pour être fiers d'eux-mêmes et de leur pays. Ceci va peut-être à l'encontre de ce qu'on entend si souvent sur les médias, mais c'est pourtant la réalité des immigrants, vraiment. C'est ce qui fait partie de ce rêve que s'ils ne font pas bien comme immigrants, leurs enfants non plus. Mais bon, encore une dernière question de ma part. D'abord à Andrea, ensuite à Carl. Mais essayez donc dans l'auditoire de réfléchir à aux questions que vous voulez poser. Il y a des femmes qui ont écrit dans ce livre, et c'est ce que j'aime bien de ce livre d'ailleurs, et je voulais vous demander, c'est évident que les femmes ont joué un rôle très important dans cette collectivité, et étaient le pilier vraiment. Alors, Andrea, je commence avec vous. Oui, les Jamaïcaines ont beaucoup apporté à leur collectivité, à la maison et partout ailleurs. En fait, je pense que les immigrants des Caraïbes représentent ces groupes où les femmes immigrent en premier. Et c'est peut-être justement à cause du mouvement des domestiques dans les années 50. Mais les femmes venaient s'établir d'abord, puis
faisaient venir leur famille. Mais on n'aurait pas pu avoir un volume comme ça sans reconnaître la contribution exceptionnelle des femmes. Je suis tellement fière de mon chapitre à moi qui parle d'une icône vraiment de la culture nationale jamaïcaine. Et ça a été écrit par une enseignante jamaïcaine qui a beaucoup contribué à la promotion et à l'amélioration de l'éducation dans les prairies, ce qui est tout à fait inusité. On ne s'attend pas à trouver une Jamaïcaine en Alberta faisant ce genre de travail, ou les infirmières jamaïcaines qui sont venues en grand nombre au fil de plusieurs années et qui ont vraiment démocratisé le système de soins de santé du Canada et qui ont donné sans compter de leur temps. Et leurs mères, les domestiques, les mères qui ont donné un si bel exemple de réalisation et de volonté à leurs enfants. Nous avons une femme Premier ministre, nous en sommes très fiers. Nous avons une haute commissaire qui est femme et nous en sommes très fiers. Et le livre n'est que le reflet de la réalité. Oui, c'est ce que je croyais aussi d'après ce que je connais de la Jamaïque et suite à la lecture du livre. Et Carl? Bon, j'essayais de contextualiser. N'oubliez pas, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, alors que tous les baby-boomers étaient là et les gens avaient besoin de nounous, de personnel pour s'occuper des enfants. Et le Canada, donc, avait ses besoins. Alors, les nounous ont comblé ces besoins. De même que les médecins qui sont venus aussi. Il faut voir ce que nous avons contribué au développement du Canada tel qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas seulement attribuable aux Européens, mais bien aux gens qui sont venus des pays en développement, parce que les Européens sont restés chez eux pendant ces années-là. Il y avait suffisamment d'emplois là-bas. Comme je l'ai dit, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Donc le Canada a dû regarder ailleurs, et c'est cet ailleurs qui nous a aidés à arriver où nous sommes aujourd'hui. Magnifique. Il y a 2 micros dans la salle. Alors, veuillez vous approcher d'un micro et poser votre question. Monsieur, si vous voulez poser une question, allez-y donc. Voici une personne qui a contribué au livre. Voulez-vous nous parler un petit peu de votre chapitre, mais veuillez vous rendre un micro. Et ne vous limitez pas à votre chapitre, vous pouvez parler de n'importe quoi d'autre. J'aimerais bien que vous le lisiez, donc je ne vais pas vous en parler. Bon, je me sens un peu sur la sellette, mais j'aimerais parler un peu des femmes qui sont venues. Carl a dit que c'était après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était aussi au milieu des années 50, alors que les portes du Canada n'étaient pas ouvertes pour les Jamaïcains, ni non plus pour les Noirs. Et c'est à cette époque, c'est cela, le projet des domestiques à la fin des années 50, qui a commencé à entrouvrir la porte. Parce qu'une fois les femmes ici, toutes sortes de choses se sont passées. Comme ils l'ont dit, les hommes ont commencé à venir, leurs enfants sont venus. Il y a eu des programmes de bourse qui ont été organisés par les bureaux d'aide extérieure. Donc, les femmes ont été les pionnières. Ce sont elles qui ont entrouvert la porte pour diverses choses qui se sont produites. Et je pense que c'est dans les années 60 que la question de la migration canadienne et des obstacles que cela posait à certaines personnes a été soulevée aux Nations Unies. Tout cela s'est passé à ce moment-là. C'est ça que j'aurais à dire là-dessus. Peut-être que je reviendrai plus tard. Merci. Oui, je pense que ce que vous dites est vraiment très important. Tout le monde a toujours été très poli à cet égard. Mais certains jeunes Canadiens pensent que le Canada a toujours été un pays très accueillant, comme il l'est aujourd'hui. Mais le fait est que il y avait beaucoup de bigots, finalement.
comme l'ont découvert bien des immigrants au Canada, parfois à cause de questions de religion. Certaines religions n'étaient pas vraiment bien accueillies par la collectivité. Et on peut penser aux premiers Sikhs qui sont venus du Punjab, qui ont vécu des expériences très difficiles sur la côte ouest, pour les gens de couleur aussi qui ont réussi à s'endurcir suffisamment pour y survivre. Et ensuite, des démarches plus pluralistes que nous avons adoptées au Canada. Vous savez, c'est assez récent. Et comme l'histoire n'est pas enseignée de façon aussi rigoureuse qu'elle aurait dû l'être, surtout pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, je pense qu'il y a bien des Canadiens et Canadiennes qui ne sont pas au courant du passé dans notre pays, de ce que c'était pour les citoyens d'alors ou leurs descendants. Alors, merci d'avoir soulevé ces points aussi gentiment que vous l'avez fait. Sheila? Oh. No, it's orange. It needs to be pointed up. C'est moi qui irai vers le micro. Bien. Voilà. Le motto national de la Jamaïque, Out of Many, One People. Nous croyons que nous-mêmes avons vécu une expérience multiculturelle chez nous. Quand on travaille avec en travaillant avec ceux qui ont contribué au livre, est-ce que cela vous a aidé à mieux comprendre le rôle que les Jamaïcains peuvent jouer dans l'expérience multiculturelle qui se vit maintenant au Canada? Est-ce que nous avons contribué à cela? Une chose que nous avons faite quand on a décidé d'écrire ce livre, c'est que nous voulions vraiment faire ressortir la diversité des Jamaïcains. Les Jamaïcains ne sont pas tous d'origine africaine. On voulait faire comprendre, montrer des Jamaïcains d'origine chinoise et d'autres encore qui enrichissent notre culture, qui apportent toutes sortes de différents symboles au Canada, à Toronto en plus. Et nous voulions montrer cela. Et ce faisant, nous voulions être certains que les gens comprendraient bien le message et la diversité des Jamaïcains. Donc, nous avons bien apprécié apprendre de cette diversité, les différentes relations que les gens entretiennent avec le Canada et le fait qu'ils représentaient différentes idées dans le multiculturalisme au Canada. Donc, la Jamaïque est de fait une société multiculturelle. Elle n'a pas des politiques multiculturelles comme le Canada, mais on y vit une vie multiculturelle. Et les gens reconnaissent ce multiculturalisme. Alors, il faut se demander s'il est mieux d'avoir une politique bien explicite ou laisser les gens s'expliquer et vivre leur propre culture entre eux. Enfin, c'est une question très intéressante. Et Trinidad représente une situation similaire pour moi aussi. Oui, je pense que les Jamaïcains forcent le Canada à s'auto-examiner, au niveau de son multiculturalisme, par sa diversité, par nos contributions, mais aussi par les façons qui nous forcent à pousser les Canadiens à repenser à ce qu'ils voient de la Jamaïque. Et dans une ville comme Toronto, voilà, vous m'avez poussé là à parler de Toronto. Quand on vit dans une ville comme Toronto, qui est la ville la plus multiculturelle du Canada, la fierté de la diversité au Canada, les Jamaïcains, ironiquement, sont souvent, ou devrais-je dire, les gens de couleur, les Canadiens noirs, sont souvent homogénéisés ou réduits
traduit à des Jamaïcains, ce qui complique les choses car on est jugé comme des citoyens possiblement problématiques, surtout les jeunes Jamaïcains qui sont souvent blâmés, pointés du doigt pour toutes sortes de problèmes. Et ce qu'on essaie de faire consciemment dans ce livre, c'est de freiner ce genre d'attitude en réorientant la pensée canadienne vers la contribution imposante des Jamaïcains au Canada. Pour que la grande majorité des Canadiens et les jeunes, comme les ouvrir donc à la contribution des Jamaïcains qui se sont engagés avec la société canadienne. C'est ce que l'on fait toujours dans la perspective du multiculturalisme. C'est ce qu'il faut toujours se rappeler, comment il nous faut mettre en pratique ce multiculturalisme. Et j'ajouterai aussi que le multiculturalisme aussi, c'est l'alimentation, la célébration des aliments. C'est vrai que nous avons des cuisines différentes. Et il y a quelques années, dans les années 90, je ne sais pas si vous connaissez les petites galettes de bœuf jamaïcaines. À Toronto, on disait que le nom devait être changé, beef patties, parce que cela ne correspondait pas à la définition d'un beef patty au Canada. Alors, on a longuement parlé de cette situation et même le ministre en Ontario et d'autres encore ont dit éventuellement, ça y est, on abandonne. Et le législateur a décidé d'accepter cette appellation. Si on veut vivre en société multiculturelle, il va falloir redéfinir certaines choses, car les différents groupes ont des intérêts différents et cela va nous forcer à redéfinir ce qu'on ne pouvait comprendre que d'une seule façon auparavant. Alors voilà pour l'histoire très intéressante du beef patty. Andrea, vous avez mentionné que vous êtes venu au Canada, c'est d'étudiante et je me demande dans quelle mesure l'existence et la qualité de l'université du West Indies a réussi à établir des liens avec le Canada. Je pense à un membre du conseil d'administration, Andy Knight, ici au CRDI, que vous connaissez fort bien, qui a quitté l'Université de l'Alberta où il occupait un poste de leadership. Il a pris congé pendant plusieurs années pour aller à l'Université of West Indies à Trinidad. Et ces liens, l'importance de ces liens. Et ensuite, eh bien, de fait, mon premier diplôme, je l'ai obtenu au Nona et je suis venue. Nona, c'est le campus en Jamaïque, University of West Indies. Et je suis venue ici au Canada pour faire des études de deuxième cycle et l'Université of West Indies a des rapports ou des ententes officielles avec les universités canadiennes. Il y a au moins un autre projet de recherche avec le campus Mona en Jamaïque. Alors, tout à fait essentiel et aider à faire circuler les conversations. Je pense que vous avez raison. Cette idée de circulation, c'est une bonne idée puisqu'il y a des Canadiens qui ne sont pas d'origine jamaïcaine qui sont allés dans les différents campus de l'University of West Indies et il y en a d'autres et qui sont venus ici étudier. Et je devais mentionner, avant de passer à vous, monsieur,
que le CRDI est bien fier d'avoir un de ses gouverneurs à l'heure actuelle, le vice-chancelier du campus MoMA, Gordon Shirley, dont la contribution au conseil du CRDI est essentielle et qui était avec nous il y a quelques semaines à Ottawa. Il est toujours présent et c'est un des membres les plus actifs du conseil, y compris membre du comité de finances et d'autres, où il excelle. Alors, vous avez été bien patient, monsieur. C'est votre tour. Bon, bonjour, ou plutôt bonsoir. Je reprends le commentaire d'Andrea, que la communauté noire au Canada a été la communauté qui a connu le plus grand succès. Avez-vous BlackBerry dans votre main? Non? La communauté jamaïcaine a réussi, a fait preuve de leadership, s'est battue pour les droits des Noirs dans la lutte contre le racisme au Canada, y compris la communauté somalienne. Nous nous excusons, nous avons un problème technique. Nous allons chercher un autre micro. Y compris d'autres communautés noires qui se sont associées avec la communauté jamaïcaine, ce qui leur a donné pouvoir et de l'influence. En ce sens, la communauté jamaïcaine est essentielle au Canada puisqu'on veut une nation plus égalitaire où on accepte les Blancs et les Noirs. Et il y a des gens qui ont été les deux dans leur ville, au pays, mais je m'intéresse beaucoup à la façon dont la communauté noire devient plus positive face aux gays et un pays qui reconnaît aussi les gays et les lesbiennes. Et je sais que Carl en a parlé dans une certaine mesure. Alors, certains commentaires. Comment cette communauté peut jouer un rôle de catalyseur pour que la communauté noire joue un rôle plus important pour que le Canada soit plus autoritaire, plus égalitaire. Alors, merci d'avoir persévéré. Carl, Andrea, qu'est-ce que vous avez à dire lorsqu'on a réuni le livre? Andrea et moi, nous sommes dit qu'il nous fallait quelqu'un qui s'était affirmé gay ou lesbienne. Malheureusement, nous n'avons personne pour les représenter, mais il y a plusieurs personnes. Mais il y a quand même des dissertations qui sont écrites et qui portent de différentes façons sur les gays et les lesbiennes. Une des façons dont les écrivains ont essayé de présenter la chose, c'est de remettre en question la façon dont les Jamaïcains ont fait face à ces problèmes, à la sexualité. Je pense au fait que la parade de fierté gay l'année dernière, à Toronto l'année dernière, le directeur était une personne de la Jamaïque et selon moi, c'est une espèce de référence, encadrement pour les gays et les lesbiennes noires à Toronto. Et depuis lors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que c'est un groupe politique. Il existe un groupe politique très actif dans le domaine. Oui, vous avez raison. Il y a certainement des Jamaïcains ici aux États-Unis. Et en Jamaïque, c'est une conversation pour les Jamaïcains entre eux.
quant à la façon de repenser en quelque sorte comment réorganiser notre sens de soi pour l'inclusivité. Ce n'est pas une conversation facile dont les résultats seront évidents tout de suite, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Jamaïcains qui en discutent et qui veulent faire avancer la question. J'ai critiqué les Jamaïcains, la façon dont l'identité nationale, culturelle, surtout, où on obtient hétérosexuels et hypersexuels, mais les hommes ou les femmes doivent insister, prendre la place qui leur revient. Oui, nous en discutons. On a eu cette discussion à l'université of West Indies où nous discutions de violence. Et c'était des jeunes, des étudiants, des universitaires qui se demandaient comment faire face à ce problème en Jamaïque. Alors allez-y et nous espérons que nous n'aurons pas de problème avec le micro. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? J'aurais dû vous demander plus tôt. Je m'appelle Joanna Novak, étudiante en doctorat dans le domaine de migration et développement. Vous avez décrit l'expérience dont on parle et les attentes quant à ce qu'un immigrant pourrait faire dans le pays où il déménage et puis ensuite face à la réalité, la population en général. On parle des chauffeurs de taxi. Alors, j'aimerais que vous parliez de l'expérience des Jamaïcains où vous voulez qu'il y ait conciliation entre vos attentes et la réalité et comment on a fait face à cette réalité. Eh bien, ça commence toujours par le travail que l'on doit faire, travail continu pour aider ceux qui vous entourent, les nouveaux, pour qu'ils réorientent leur propre façon de penser. Les immigrants arrivent, comme je l'ai dit auparavant, peu importe d'où vous venez, où vous allez, vous venez d'un endroit de sécurité ou de force. La plupart du temps, je ne parle pas de réfugiés, je parle de personnes qui changent de pays et qui prennent la décision et ne sont pas obligés de le faire, mais prennent la décision pour assurer un meilleur avenir à leurs enfants et pour les gens de couleur. Bien sûr, les Jamaïcains sont très diversifiés, mais la plupart d'entre nous, on ne ressemble pas aux Blancs, les Canadiens blancs. Alors tout de suite, c'est quelque chose qui nous démarque, puisque on ne ressemble pas au citoyen idéal. On est un citoyen récent et il faut quand même essayer de se réorienter. Qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que je peux contribuer? Comment atteindre mes rêves? Et comment s'assurer que les collectivités autour de moi, peu importe la façon dont je définis ces collectivités, qu'ils comprennent comment ou la place qui me revient, ce que je veux contribuer. C'est plus difficile de façon ironique. La plupart des immigrants jamaïcains qui viennent ici, qui sont d'âge adulte ou qui viennent avec des enfants, croient que c'est un sacrifice qu'ils prennent de façon bien consciente pour assurer une meilleure vie à leurs enfants. Je vais travailler fort et le racisme, c'est moi qui vais le vivre, les préjugés, afin d'assurer une éducation à mes enfants pour que mes enfants puissent contribuer. De façon ironique, ces enfants souffrent encore davantage dans la plupart des cas que leurs parents parce que ces enfants n'ont pas ce cadre de référence. Alors, ils ne voient pas cet endroit où ils vont se retrouver en sécurité. Ils vivent plutôt le racisme. Voilà donc leur place, leur pays.
mais elles ne peuvent atteindre ces réussites, ces possibilités. Les parents doivent donc voir que leurs enfants souffrent. Ça pose un problème. Et de plus en plus, certainement, ce que je dis à mes propres étudiants, c'est que de plus en plus, nous devons assumer une responsabilité plus active parce que nous sommes ici. Si nous voulons vraiment être agents de changement, même si c'est difficile, nous devons faire partie de cette discussion quant au changement. Et comme j'ai dit plus tôt, j'ai refusé d'être citoyenne canadienne pendant de nombreuses années. Mais qu'est-ce que ça signifiait? Et ce détachement, qu'est-ce que ça représente? Il y a une façon pour nous de dire, je suis ici, au pays, et voilà à quoi ressemble un citoyen canadien. Et ce citoyen canadien apporte avec lui ou avec elle un engagement face au Canada, mais une mémoire une longue mémoire qui la ramène à la Jamaïque. Alors, je suis entre ces deux espaces et qui je suis à titre de citoyenne canadienne est marquée par ces deux endroits, de sorte que les gens autour de moi m'appellent. J'enseigne un cours sur la culture noire au Canada et j'ai dit à mes étudiants l'année dernière, on va imprimer des t-shirts qui disent je suis citoyen canadien, puis je vais me promener autour du campus parce que ça va à l'encontre de ce que c'est un citoyen canadien. Je suis jamaïcaine, j'en suis fière, mais je dois dire à maintes et maintes reprises, je dois le répéter, que je suis citoyenne canadienne. Puisque c'est plus radical, n'est-ce pas, à certains égards. Andrew, merci beaucoup. Quand je me demandais, est-ce qu'il aurait été possible? Pourquoi est-ce qu'il a pris vous avez pris tant de temps pour penser à cette possibilité d'être jamaïcaine et canadienne en même temps? Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas dit dans 3 ans, oui, je vais obtenir ma citoyenneté canadienne. Je suis Canadien. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas jamaïcaine. Je pense que c'est un sentiment de culpabilité, vraiment, pour quelqu'un qui a fait ses études à l'université. Quand je suis venue ici avec une bourse du Commonwealth canadien, j'étais l'une des étoiles, des étoiles de la Jamaïque. Les Jamaïcains me comprennent. Et quand je suis partie, je n'avais pas l'intention de rester. Je suis venue étudier et je prévoyais obtenir mon diplôme, 1 ou 2 diplômes, et ensuite rentrer chez moi. Alors, j'ai eu de la difficulté avec cela. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi que de rester? Alors, j'ai eu un enfant et cet enfant est canadien. Alors, vous savez, les choses changent. On se marie et voilà que soudainement, nous avons des liens avec ce pays. Mais j'ai encore des problèmes avec cela. Qu'est-ce que cela signifie pour moi de ne plus retourner et de rester? Mais il fut un temps où j'ai dû dire, écoute, tu es ici et reconnais-le. C'est différent pour d'autres personnes. Parce que c'est justement tellement difficile de comprendre le rêve que l'on avait. On ne sait trop comment. Alors, il faut vraiment beaucoup d'efforts et du temps. C'est plus facile de dire « Ah, je ne peux pas m'intégrer, donc je vais continuer de simplement m'en tenir à mes souvenirs. » Merci. Alors, une dernière intervention de l'auditoire. Oui, mais c'était une bonne introduction justement à ce que je vais dire parce que Carl se demandait
si ça vaut vraiment la peine d'avoir des lois ou des interventions pour ce qui est de l'intégration des immigrants et de la diversité, car nous avons notre motto en Jamaïque, c'est vrai, une présence multiculturelle en Jamaïque, mais je me demandais, en Jamaïque, nous sommes venus de la domination coloniale et que nous avons repoussé, et nous pouvons donc faire entendre notre voix maintenant à chaque fois dans cette mosaïque. Mais au Canada, il y a encore une majorité blanche et les lois en vigueur sont requises et je n'ai pas à me demander si elles sont nécessaires pour avoir équité et pour jouir des droits que nous avons pour être protégés. On n'est pas censé laisser évoluer ces choses par elles-mêmes, laisser les gens y voir plutôt que le gouvernement. Moi, je pense que c'est encore plus nécessaire ici qu'en Jamaïque. Non pas que tout est parfait pour tout le monde en Jamaïque en fonction de la race, mais les chances sont plus grandes d'avoir une conversation là-bas qui ne touchera pas à l'ensemble, mais les individus peuvent parler. Au Canada, il y a encore des bassins d'inégalité à cause de la majorité blanche et la loi, donc, est nécessaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je conviens que ça l'est. Ce que l'on veut remettre en question, ce sont les institutions, le colonialisme et le rôle du groupe majoritaire au Canada qui force un certain programme, un certain agenda, d'où la nécessité de soutenir les minorités pour qu'elles puissent faire entendre leur voix, faire reconnaître leur présence et participer pleinement. Mais si vous revenez à la question du pâté, ce n'aurait jamais été un débat en Jamaïque parmi les groupes culturels, qu'ils soient du sud de l'Asie, chinois ou africains, jamaïcains. Jamais ce débat n'aurait eu lieu. Un pâté, c'est un pâté en Jamaïque. Mais il nous a fallu ici une intervention et il y a eu une discussion au Canada là-dessus parce que la majorité blanche n'a pas compris que le paysage a changé et qu'il faudra vraiment embrasser le multiculturalisme et à ce moment-là, il faudra redéfinir la normale. Encore une question si vous êtes brève, car il nous faut conclure. Je voulais simplement vous remercier tous les deux pour ce livre. C'est un magnifique précédent pour toutes les belles histoires qu'on doit encore entendre au Canada sur l'expérience de tout le monde. Alors, ma question, et je reviens à ce que vous avez dit, Andrea, sur l'homogénéité des gens de couleur à des endroits comme Toronto. Pouvez-vous nous dire une ou deux choses sur l'arrivée de gens d'origine diversifiée? Nous parler un petit peu de l'expérience jamaïcaine, canadienne. Mais les Jamaïcains, on aime bien se dire que nous sommes le centre de l'univers. Nous influençons tout le monde autour. Mais c'est vraiment intéressant comme question. Et l'une des bonnes choses avec la migration et de venir au Canada et de venir dans une ville comme Toronto, c'est que cela vous sort vraiment de votre espace, si je puis dire, mais cela vous force à réfléchir à votre personne comme faisant partie d'une communauté encore plus grande.
Alors, il y a des gens qui sont d'une autre origine dans la ville de Toronto qui doivent se retrouver. Il y a toutes sortes de moments où nous proclamons notre individualité ou notre nationalité. Mais à un moment donné, il faut commencer à reconnaître les liens qui vous rattachent, à cause de vos expériences et dans certains cas, par l'intermédiaire de la couleur et parfois de la classe. Alors, les choses que l'on vit ne s'appliquent pas seulement à vous. Il y en a d'autres qui vivent la même chose. Et il faut ainsi commencer à apprendre l'histoire des autres, à prêter attention comme jamais auparavant quand on vivait à Kingston ou à Saint Mary en Jamaïque, parce que c'était la Jamaïque, vous compreniez tout. Mais voilà, maintenant, vous devez commencer à comprendre la façon dont votre histoire fait partie d'une autre histoire encore plus vaste. Et ainsi, vous pourrez vous définir. Pour moi, par exemple, quand je suis venue au Canada, j'ai pu prendre conscience, politiquement parlant, beaucoup plus qu'avant avec les Africains du continent ici et les gens des Caraïbes, comme aussi les gens d'autres communautés hispaniques, latinos, musulmanes, comme je n'aurais jamais eu à le faire en jamaïcain, en grandissant dans une famille chrétienne. Je dois maintenant être beaucoup plus engagée politiquement. Carl. Andrea l'a mentionné, mais je pense à des immigrants plus récents qui viennent depuis les années 90, les Somaliens, les Érythréens, et la façon dont leur présence a vraiment changé le discours sur la scène de Toronto, comme à Ottawa. Alors, même si les Jamaïcains constituent la plus grande partie de la population de Toronto, le fait est qu'il y a une bonne diversité de gens d'origine africaine. Et je me dis en ce moment qu'il nous faut constamment se rappeler que les Jamaïcains viennent aussi en blanc ou en chinois. Alors, quand on parle du volet africain, c'est de cela qu'on parle. Mais il faut toujours se rappeler que cette diversité raciale, qu'il y a une diversité raciale et religieuse chez les Jamaïcains. On ne doit pas l'oublier quand on parle des Jamaïcains. Carl, merci beaucoup. Je pense qu'au Canada, parmi tous les pays auxquels je peux penser, ce qu'il y a de positif, c'est que la plupart des Canadiens pensent que le pays a véritablement besoin de la migration, et surtout peut-être pour des raisons économiques. Mais je pense qu'on ne réfléchit pas vraiment à la contribution des immigrants au Canada. Et le grand mérite de ce livre, entre autres, c'est qu'il explique clairement que les immigrants au Canada apportent des contributions singulières qui font du Canada un pays que nous aimons tous davantage. C'est donc une expérience très enrichissante pour les Canadiens, qui n'est pas seulement économique, mais qui aide toute la société canadienne. C'est une société qui nous plaît davantage car nous avons tellement bénéficié de toute l'immigration. Tout le monde n'est pas heureux de l'immigration au Canada, mais quand même, elle est très généralement acceptée. C'était très agréable d'entendre Andrea parler des contributions des Jamaïcains dans des parties assez inusitées du Canada, en tout cas à nos yeux, mais où leur contribution était évidente et certainement bien appréciée et nécessaire. Alors, à nos deux co-éditeurs, merci beaucoup.
de ce livre qui est maintenant disponible à l'extérieur de la salle. Sheila, merci beaucoup d'avoir mené de l'avant ce projet, et pas seulement dans la collectivité jamaïcaine, mais auprès du gouvernement canadien. Vous êtes une porte-parole magnifique pour plusieurs communautés. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Et bien sûr, à tous les participants en ligne comme dans la salle, merci beaucoup d'être venus en cette journée un temps soit peu décourageante avec la neige. Merci beaucoup.